Nouvelle session d'information sur FM Télévision, madame, messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez. D'abord, dans l'actualité, le journalisme sous l'emprise du numérique. C'est sous ce thème que commémore ce mardi 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. Une journée qui vise particulièrement à rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse, mais aussi à rappeler aux professionnels des médias sur le respect de l'éthique et de la déontologie du métier. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions, puisque la journée consacrée à la presse sera longue, évidemment sur FM Télévision. Mais aussi dans l'actualité, la proposition de loi modifiant et complétant la loi électorale a été jugée recevable au cours de la plénière de lundi à l'Assemblée nationale qui a décidé d'élever les options avant de l'envoyer en seconde lecture à la Chambre haute du Parlement. Cette décision a été prise après les réponses du G13 initiateur de cette loi. Il s'agit d'une occasion pour les élus du FCC Pro-Kabila d'identifier les points qui nécessitent un consensus et qui ont boycotté les plénières consacrées au débat de cette loi. Il faut dire également que le président de l'Assemblée nationale a insisté sur le fait qu'il n'y aura jamais de discussion autour de cette question en dehors des institutions. Les prévisions sont à suivre également dans nos prochaines éditions. Autre chose à présent dans ce journal, l'insécurité à Kinshasa, tapage d'urnes nocturnes, embouteillage monstre, tracasserie. Voilà autant de mots qui dérange le quotidien de la population. Deux sujets qui ont fait objet de la question orale avec débat adressé au ministre provincial de l'Intérieur qui était face au député provincial lundi demain pour s'expliquer. On prend les précisions tout à l'heure avec Patrick Ngoa et Florent Kita. Cette situation n'a que trop duré. Il était donc temps pour que le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice, Didier Tengue Telito, explique à la représentation provinciale la raison de cette misère que connaît la population quinoise. Armand Ifuketo Kiakanda, initiateur de cette question orale avec débat, n'a pas hésité de relever que son secteur est visiblement géré avec moins de responsabilité. La population quinoise est sécuritairement abandonnée à son propre triste sort. Dès lors que l'insécurité bat son plein, la délinquance juvénile, communément appelée Koulouna, avec tous ses méfaits, perturbe la quiétude des Quinoises et Quinois. Il y a bel et bien des solutions, soit déjà mises en place ou en gestation à tous les problèmes ici relevés. C'est la réplique du ministre Tengue Telito ayant, selon lui, effectué 34 descentes sur terrain. 2 voies de sortie sont déjà assurées pour résoudre la question de l'insécurité, à l'en croire. Nous avons mis en place un mécanisme de coopération intercommunale qui consiste en synergie d'efforts des deux ou plusieurs communes dans différents secteurs. En ce qui concerne la lutte contre la criminalité, certains criminels, lorsqu'ils commettent forfait dans une commune, ils vont se réfugier dans une autre. Ce mécanisme a permis de mettre la main sur un nombre important de délinquants. Des propos farouchement remis en cause par plusieurs élus provinciaux ayant défilé au perchoir de cet hémicycle. D'autres ont simplement choisi de lui poser d'autres questions supplémentaires. C'est le cas du rapporteur Junior Nembalemba. Êtes-vous au courant qu'il y a une barrière érigée par des militaires au niveau de Njiki-Brasserie et qui rançonne la population? Des questions étant abondantes, ce membre du gouvernement Ngobila a sollicité et obtenu de la plénière un délai de 48 heures pour tenter de croiser les préoccupations des élus provinciaux. Mais pour certaines raisons pratiques, la plénière a jugé bon de renvoyer cet exercice au 6 mai prochain. Vous avez retrouvé les précisions de Patrick Ngouo et Florent Quito qui ont été présents pour le compte de FM Télévision. Le ministre des Hydrocarbures a lancé les appels d'offres pour plusieurs blocs patriotiques. Cette première phase de la campagne concerne 16 blocs pétroliers sur le 32 que dispose la République démocratique du Congo. Regardez. La RDC est l'un des pays riches en pétrole et gaz au monde, avec ses 3 bassins sédimentaires parmi les plus vastes, avec des superficies autour de 6 000 km².
Au cours de cette première phase qui concerne 16 blocs de pétroliers, le ministère des Hydrocarbures a estimé à 22 milliards de barils de pétrole et 66 milliards de mètres carrés de gaz de l'éthane pour ouvrir un nouveau chapitre du gaz pour l'histoire de l'économie du pays. La réservation de la participation à cet appel d'offres centré sur le pétrole et le gaz congolais se fait en ligne en envoyant un courrier au ministère des Hydrocarbures. Avec cet appel d'offres pour l'exploitation de ses ressources pétrolières, la République démocratique du Congo pourra avoir son économie décollée et être placée parmi les grands producteurs de l'or noir du monde. Selon diverses études, la RDC regorge 8 millions de barils par an pour un potentiel de 20 milliards. Actuellement, la production totale du pays est d'environ 28 500 barils par jour. Bien plus que le potentiel pétrolier des rendus du bassin côtier de la riche en pétrole et gaz au monde, avec ses 3 bassins sédimentaires parmi les plus vastes, avec des superficies autour de 6 000 km². Au cours de cette première phase qui concerne 16 blocs de pétroliers, le ministère des Hydrocarbures a estimé à 22 milliards de barils de pétrole et 66 milliards de mètres carrés de gaz de l'éthane pour ouvrir un nouveau chapitre du gaz pour l'histoire de l'économie du pays. La réservation de la participation à cet appel d'offres centré sur le pétrole et le gaz congolais se fait en ligne en envoyant un courrier au ministère des Hydrocarbures. Avec cet appel d'offres pour l'exploitation de ses ressources pétrolières, la République démocratique du Congo pourra avoir son économie décollée et être placée parmi les grands producteurs de l'or noir du monde. Selon diverses études, la RDC regorge 8 millions de barils par an pour un potentiel de 20 milliards. Actuellement, la production totale du pays est d'environ 28 500 barils par jour. Bien plus que le potentiel pétrolier des rendus du bassin côtier de la RDC, estimé à environ 2 milliards de tonnes en termes de réserves possibles. Comment prévenir la population vivant dans la ville de Mbandaka contre le virus Ebola? La question a fait objet d'un message de sensibilisation du gouverneur de l'Équateur à l'intention de ses administrés. Dieudonné Boloko s'est adressé à la population ce lundi à la même occasion. Ce message a été lancé à la suite de la résurgence de la maladie à virus Ebola à Mbandaka, chef-lieu de l'Équateur. Dans son discours, le gouverneur de cette province, Dieudonné Boloko Bolumbu, a appelé la population à la vigilance, au respect des mesures sanitaires et à rapporter les cas suspects dans leur milieu, des cas que le gouverneur a insisté de référer immédiatement dans une formation médicale. Il a par ailleurs rappelé les différents symptômes que présente une personne atteinte d'Ebola, notamment le maux de tête, la fièvre, la douleur abdominale, les hoquets, le vomissement, la diarrhée, l'éruption cutanée, les yeux rouges et parfois le saignement. Et se transmet par les contacts directs avec les sangs, les urines, le sel, les vomissements, la salive, les spermes, les sécrétions vaginales, la sueur et la manipulation du corps d'un patient atteint ou décédé d'avec, aussi la consommation d'animaux sauvages et domestiques trouvés morts, a-t-il précisé. Le chef de la province de l'Équateur a martelé sur la protection personnelle en se lavant constamment les mains au savon et à l'eau propre avant de manger, de préparer, d'allaiter et de changer les couches des bébés et après le toilette. Bref, c'est garder les mains propres en tout lieu. Il s'y est de rappeler que depuis la déclaration de la 14e épidémie d'Ebola en RDC et qui sévit en Mbandaka, le bilan fait 2 décès et plus de 267 contacts. Signalons également que des équipes de l'OMS procèdent à la vaccination et pour apporter leur appui au gouvernement dans la riposte, d'autres partenaires dont l'UNICEF, MSF Belgique, Oxfam et Croix-Rouge sont déjà sur terrain. Et l'actualité en dehors de nos frontières, plusieurs civils ont été évacués dimanche de la ville de Mariupol dans le sud de l'Ukraine où ils étaient piégés dans les complexes sidérurgiques d'Azovstal avec le militaire ukrainien qui résiste encore sous les bombes russes. Cette opération organisée par la Russie vise à protéger les civils. Les détails on les prend et tout de suite avec Monica Makaba. Débutée le week-end dernier, l'opération d'évacuation des civils de l'usine Azovstal s'est déroulée en bonne et due forme. Le premier groupe de 100 personnes contrôlées par la Russie a été accueilli à Zaporizhzhia, une ville située à l'ouest de Mariupol.
Le ministère de la Défense russe a pour sa part assuré que c'est sur ordre du président russe que 80 civils, dont les femmes et les enfants devenus pour les nationalistes ukrainiens, ont été secourus dans le territoire de l'usine d'Azovstal à Mariupol. Évacués vers le village de Bezimonoe, dans la République populaire de Donetsk sous contrôle russe, où ils ont reçu un logement, de la nourriture et l'assistance médicale nécessaire. Les civils qui souhaitaient partir vers les zones contrôlées par le régime de Kiev ont été transférés par des représentants de l'ONU et du Comité international de la Croix-Rouge, a ajouté le ministère. L'ONU a confirmé une opération d'évacuation en cours. Celle-ci a été lancée en coordination avec le CICR et les parties au conflit, a indiqué Jens Lorker, porte-parole du Bureau coordination des affaires humanitaires. Il a souligné ne pouvoir donner d'autres détails pour des raisons de sécurité. Toute l'infrastructure médicale, la salle d'opération a été anéantie. Plusieurs personnes ont succombé. Beaucoup de blessés ont reçu de nouvelles blessures. La situation devient encore plus critique. Alors que la veille, il faisait déjà état de 600 soldats blessés et de centaines de civils. Rappelons que des milliers de civils avaient quitté depuis le début de la guerre le 24 février à Mariupol, ville portuaire peuplée avant la guerre d'un demi-million d'habitants et désormais sous contrôle russe après des semaines de bombardements. À Bruxelles, les sources européennes ont indiqué que l'Union européenne finalise un arrêt progressif de ses achats de gaz et de produits pétroliers à la Russie pour sanctionner la guerre en Ukraine et va annoncer cette semaine un calendrier et de nouvelles mesures. Et puis en sport, 125 000 francs suisses, c'est l'amende infligée à la RDC en raison de jets d'objets, envahissement du terrain, manque de maintien de l'ordre dans les stades suite au comportement de ses supporters lors du match contre les Maroc. L'annonce de la sanction a été faite ce lundi par la commission de discipline de la FIFA. On prend tout de suite les commentaires avec votre rédaction sportive d'FM Télévision. Récemment réunie, la commission de discipline de la FIFA a annoncé ce lundi toute une série de sanctions suite au barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022 en zone Afrique. Jet d'objets, envahissement du terrain, manquement au maintien de l'ordre dans le stade et à la mauvaise organisation du match face au Maroc, la RDC est sanctionnée sévèrement des matchs à huis clos et au COP tout de même un total de 125 000 francs suisses d'amende en raison du comportement des supporters lors du match aller au stade de Marseille de la Pentecôte. Même sanction pour les adversaires des Léopards de la RDC, les Marocains qualifiés à la prochaine Coupe du Monde devront eux s'acquitter des 30 000 francs suisses d'amende pour jet de projectiles, utilisation de feux d'artifice et escaliers bloqués lors du match retour. Les sanctions ne s'arrêteront pas là. Il y a aussi le Nigeria qui n'échappe pas à cette mesure de la FIFA après son élimination face au Ghana et un envahissement du terrain qui s'en est suivi et qui a causé tout de même le décès d'un officier de la Confédération africaine de football. Le Nigeria va donc verser une amende de 150 000 francs suisses plus un match à huis clos. 3 000 francs suisses, c'est la somme que devra payer la sélection algérienne en raison du comportement de ses supporters face au Cameroun. Rappelons que la RDC, qui n'a pas réussi à décrocher un ticket qualificatif pour la Coupe du Monde Qatar 2022, va rester donc concentrée pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 qui débute dans quelques mois. Ça sera tout pour les titres de ce journal. Place à présent à la revue des presses. Allez, place à présent à la revue de presse, comme je le disais tantôt, dans une sélection et présentation d'Esther Siamouni. Avec moi sur ce plateau, bienvenue. Merci Lionel. Allez, on va rapidement prendre le premier journal. On va comme ça s'intéresser à la Forum des As et qui titre déjà « Rejetant l'amendement de Tingui Pouloulou, Sesanga, l'exigence de Congolais de père et de mère et hors de la présente réforme Esther Siamouni ». Exactement Lionel, c'était dans sa réplique aux préoccupations de ses collègues députés au cours de la plénière de l'Assemblée nationale d'hier lundi 3 mai. Délice Sesanga, l'un des co-auteurs de la proposition
de loi modifiant la loi électorale en cours d'examen a rejeté l'amendement formulé par les députés Tingui Pouloulou. La question de l'exigence de Congolais, des pères et des mères est hors du périmètre de la présente réforme. Delis Sessang a par ailleurs argumenté que la proposition de Tingui Pouloulou se heurte à notre constitution. Très bien, c'est un sujet qui fait peur à beaucoup de gens. Être Congolais des pères et des mères, on en parle en tout cas dans tous les sens. Ben, on va poursuivre notre revue de presse avec la prospérité qui titre aussi table ronde sur la cohabitation pacifique. Lubumbashi Patrick Mouyaya, Jacques Kiaboula et Dieudonné Piémé évoquent des avancées de paix, d'unité et de cohésion. Et bien sûr, en séjour à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, dans le cadre de la table ronde sur la cohabitation pacifique, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, a organisé le lundi 2 mai dernier un briefing sur place en compagnie de Jacques Kiaboula Katoué et Dieudonné Piémé, respectivement gouverneur du Haut-Katanga et du Kasaï. Les trois hommes d'État ont affirmé que cette table ronde s'est très bien passée d'abord, et puis les divergences étaient mises de côté pour la résolution allant dans le sens de la cohésion nationale. Bien sûr, ils ont lancé un message à leurs compatriotes à faire preuve d'unité et de recevoir tous ceux qui visitent ces provinces. Très bien, Serge Siamoni, on va terminer. Comment ne pas parler de nous, puisque là, la date nous rappelle que nous sommes 3 mai 2022. C'est déjà la prospérité qui revient sur la presse, sur la journée mondiale de la liberté de la presse. Journée, il faut le dire, cette structure, les journalistes en danger dénonce la flambée des attaques contre des médias depuis les états généraux de la presse. Effectivement, la prospérité rapporte que depuis la publication de son dernier rapport le 2 novembre 2021 qui avait recensé 116 cas d'attaque contre la presse, à ces jours, GED a déjà enregistré 75 cas de violation de la liberté de la presse, dont 19 arrestations des journalistes et 11 fermetures des médias. Au moment où le monde célèbre cette journée, poursuit le journal dédié à la liberté de la presse. 6 journalistes croupissent en prison en Mbandaka et à Bumba, et puis 3 médias sont fermés en Bujimaï et en Mbandaka. Plusieurs journalistes ont rapporté à GED qu'ils ont été l'objet des menaces, des agressions dans l'exercice de leur métier. Dans le province de l'Est aussi, en proie à la violence des groupes terroristes, au moins 3 journalistes ont été tués au cours de l'année 2021 et un journaliste porté disparu depuis décembre 2020 après avoir été enlevé par les miliciens. Et puis, après avoir rendu hommage aux différents journalistes victimes des menaces et agressions, la GED demande instamment aux plus hautes autorités congolaises la liberté immédiate des 6 journalistes actuellement en prison à Mbandaka et à Bumba, la réouverture des médias actuellement fermés dans 2 provinces, dont Bujimaï et Kasaï oriental. La GED demande également aux autorités d'œuvrer en faveur de la liberté de la presse en décrétant sans délai un moratoire sur les arrestations et emprisonnement des journalistes tels que décidé par les états généraux de la presse, et puis d'accélérer la mise en place d'un mécanisme national de sécurité et de protection des journalistes et de lutte contre l'impunité des violences faites aux professionnels de médias. Il faut que toutes ces menaces s'arrêtent. Exactement, vraiment s'arrête pour permettre à la presse de s'arrêter. vivre totalement sa liberté. Exactement. Exactement. Et puis on rappelle, le journalisme sous l'emprise du numérique, c'est ça les thèmes retenus pour cette année 2022. Voilà. Bonne fête à vous, Esther Merci. Siamoni. Ça sera tout pour la revue de presse. Vous l'avez certainement compris, la revue de presse met terme à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Et nous profitons également pour souhaiter une très bonne journée de réflexion à tous les journalistes à l'occasion de cette journée mondiale de la liberté de la presse.